Tout à fait, Dolores. J'ai souhaité faire le bilan des différentes initiatives législatives et réglementaires qui, ces dernières années, ont essayé de faire avancer la cause des produits durables. Alors, je récapitule. Il y a eu la loi Hamon de 2014 qui a allongé la garantie légale de conformité, mais aussi la garantie relative au défaut du bien vendu. Elle a aussi obligé les fabricants à communiquer sur le lieu de vente la durée de disponibilité des pièces détachées, permettant ainsi la réparation des produits. Il y a eu la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 qui introduit et punit le concept d'obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, ce sont des pratiques consistant à altérer volontairement la durabilité d'un produit pour pousser évidemment à son remplacement. Cette année encore, il y a eu la feuille de route sur l'économie circulaire qui entend notamment favoriser le développement de produits robustes et réparables et étendre au maximum le principe du pollueur-payeur. Alors, je me suis posé une question. Toutes ces dispositions ont-elles vraiment impacté les pratiques des entreprises, notamment dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager? Dans un premier temps, nous sommes rendus au siège de l'ONG Les Amis de la Terre pour demander l'avis d'Alma Dufour, qui est chargée de campagne, mode de production et de consommation responsable. Pour elle, le bilan de tout ce round législatif est plutôt mitigé. Pour l'instant, aujourd'hui, les lois Hamon de 2014, qui, je le rappelle, ont fait que, en fait, inverser, la garantie légale est restée à 2 ans, mais elle est applicable, disons, pendant 2 ans, ce qui n'était même pas le cas avant, où elle était en fait applicable vraiment pendant 6 mois. Et à instaurer l'information du consommateur sur la durée de disponibilité des pièces détachées, mais qui est toujours très mal appliquée aujourd'hui. Donc déjà, la loi Hamon, elle a un problème d'application, c'est-à-dire plus de 2 ans après son adoption, les distributeurs en font un peu qu'à leur tête sur l'affichage de la disponibilité, sur la garantie aussi, notamment la vente en ligne, Amazon ou Cdiscount, qui ne respectent pas le cadre de cette garantie légale, puisqu'ils renvoient sur les fabricants quand il y a un problème avec les produits, et les fabricants renvoient sur Cdiscount ou Amazon, etc. Et ça peut durer des mois et les gens n'arrivent pas à se faire indemniser. Donc déjà, il faut savoir que déjà, il faudrait que cette loi soit appliquée pour que vraiment on puisse dire qu'elle a changé quelque chose. Et en ce qui concerne la loi qui a suivi en 2015, la France a en effet été pionnier et a instauré le délit d'obsolescence programmée. Donc une mesure dont on se félicite toujours. En fait, le problème, c'est que c'est un délit, et un délit a des conditions d'application très strictes, et en fait, ça couvre pas tous les cas d'obsolescence programmée au sens large qu'on entend quand on parle d'obsolescence programmée dans les médias ou auprès du grand public. Et du coup, il faut vraiment faire la preuve que l'entreprise savait et a vraiment fait exprès de ralentir la durée de vie des produits. Et donc c'est le cas par exemple d'Epson ou de Canon quand ils mettent des puces dans leur imprimante. Ça c'est vrai. D'Apple quand elle met des mises à jour qui volontairement ralentissent les produits, ou en tout cas qu'elles savent ralentir les produits. Par contre, il y a plein de cas où en fait ce sera des pièces détachées qui seront pas disponibles, ou des pièces détachées qui seront très chères, ou des mises à jour de sécurité qui seront plus fournies, comme dans le cas de Samsung. Et là, ça tombe à côté du délit pénal, et donc en fait ça prouve que notre système juridique il n'est pas encore suffisant pour vraiment allonger la durée de vie des produits, puisque aujourd'hui en 2018 il y a des pièces détachées, dans l'électronique les pièces détachées sont généralement indisponibles après 2 ans, sur le petit électroménager c'est pareil, Apple, mais les nouveaux produits Apple sont encore moins réparables qu'avant. L'iPhone 10 coûte 611 € à faire réparer, le nouveau MacBook Touch Bar c'est 500 € pour changer le disque dur. Donc en fait ça c'est une tendance de fond. En fait la tendance de fond c'est que soit c'est pas possible à réparer, soit ça coûte très cher à réparer, et c'est pas du tout des produits durables ouverts pour tous qui créent de l'emploi local, etc. Donc ça c'est la première réponse, l'arsenal est insuffisant. La deuxième réponse qu'il faut savoir, c'est que au niveau, sur les produits, on a 2 échelons de réglementation, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui est en charge de la réglementation stricte sur les produits qui circulent sur le marché unique, parce qu'on est dans le marché unique justement. Donc il revient à la Commission européenne de fixer des standards de réparabilité, par exemple, on ne doit pas souder une carte mère avec un disque dur, des choses comme ça. Et donc ça, c'est un chantier qui a été entamé récemment, et qui pour l'instant, sur les ordinateurs, il n'y a pas encore de standards, sur les smartphones, ne sont pas encore régulés, alors que c'est la première mise sur le marché aujourd'hui et que ces appareils durent 22 mois. Donc on attend avec impatience que la Commission européenne se saisisse de ces enjeux, et on craint que l'ambition soit pas forcément toujours au rendez-vous, parce que les lobbies sont très très forts à Bruxelles, et typiquement sur la réglementation sur les téléviseurs, on a réussi à obtenir des choses, interdiction de soudure des pièces, mais par contre il n'y a pas d'obligation de disponibilité des pièces détachées, alors qu'on sait que c'est un gros problème sur ce type de produit.
Avec Alma Dufour, nous avons fait une visite surprise dans un grand magasin d'électroménager pour toucher du doigt les conséquences concrètes de toutes les lois qui ont été prises ces dernières années afin d'encourager la production d'objets durables. Là, je vous montre ce qui a changé depuis la loi, donc c'est en petit, tu vois. En gros, depuis la loi Hamon, justement, ça c'est obligatoire, donc ça fait quand même 2 ans. Et c'est récent que ce soit fait. Donc là, apparemment, Darty nous avait dit qu'il le mettait sur toutes les étiquettes en magasin. Donc apparemment, c'est le cas. Donc c'est déjà bien que Fnac et Darty l'affichent sur les produits parce que, par exemple, dans les... Pour l'instant, c'est affiché sur une feuille perdue au milieu des rayons en magasin. Donc autant dire que personne ne la voit. Malheureusement, voilà, c'est pas le genre d'information qui saute forcément aux yeux du consommateur lambda qui est même pas au courant qu'il y a une loi qui existe. Et donc du coup... C'est pas forcément décrypté. Voilà, et qui ne sait pas forcément décrypter, et surtout il se dit voilà, et le problème aussi de cette information c'est qu'elle n'inclut pas le prix de la pièce détachée. Donc ok, disponible, mais à quel prix? Je pense que c'est un peu le chemin mental que font la plupart des consommateurs dans ce genre de cas, et qui fait que c'est peut-être pas totalement efficace. Donc une des prochaines étapes c'est d'avoir des notes de réparabilité qui soient affichées sur l'étiquette énergie. Et là, du coup, nous, on se bat pour qu'il y ait une notion de prix de la réparation qui soit inclus. Sauf que l'Union européenne, c'est elle qui est responsable de l'étiquette énergie, veut pas réglementer la question des prix. Donc, il faut que la France soit un peu pionnière et pousse sur ces questions-là. On peut aller voir d'autres types de produits, si vous voulez. Bah là, par exemple, on voit que ce frigo, la durée de disponibilité des pièces détachées, c'est 5 ans. C'est pas énorme pour un frigo, on va dire. Je pense que le français moyen s'attend à ce que son... Enfin, c'est même pas... Le français s'attend à ce que son frigo dure, je sais pas, une dizaine d'années au moins, voire 12 ans ou plus. Donc là, ça veut dire quoi? On sait pas trop. L'entreprise ne s'engage pas à fournir des pièces détachées après 5 ans. Moi, si j'étais consommateur, j'achèterais pas ce genre de frigo, personnellement. On a comme l'impression que les marques traditionnelles avancent à reculons, ruses, feintes, quand il s'agit d'avancer justement sur le chantier des produits durables. Et quelque part, c'est normal. L'obsolescence programmée, les produits qui demandent qu'on les renouvelle régulièrement, tout ça est inscrit au cœur de leur modèle économique traditionnel. La question cruciale est donc la suivante. Est-il possible pour les entreprises de sortir de ces schémas consuméristes classiques sans se faire harakiri? En tout cas, certaines disent vouloir le faire. L'exemple le plus emblématique est celui de SEB, le leader mondial du petit électroménager, qui affirme que la plupart de ses produits seront réparables pendant 10 ans. Mais au-delà de cette promesse, SEB veut bâtir une part de son modèle sur la chaîne de réparation, notamment en concevant des imprimantes 3D qui fabriqueront des pièces de rechange en petite quantité de manière décentralisée. Faire durer le plus longtemps les produits permet, il ne faut pas l'oublier, aux marques qui produisent plus cher et de meilleure qualité d'avoir un gros argument marketing face aux marques plus low cost. Car des produits durables, c'est aussi des produits plus chers et c'est un des problèmes auxquels leurs promoteurs font face. Par exemple, j'ai discuté avec Christophe Santerre, c'est l'un des promoteurs de l'Increvable, un projet de lave-linge conçu pour durer, pour être complètement réparable, y compris par l'utilisateur lui-même, et pour être évolutif dans sa conception même. Au départ, la promesse est que l'increvable pouvait durer 50 ans. Mais les choses ne sont pas simples, elles avancent lentement, notamment parce qu'il est question de trouver un accord avec une des marques leaders dans le domaine, et ces marques sont incontournables en l'état actuel du marché pour fabriquer, et que tout ça, ça prend du temps. Mais aussi parce que le fameux problème de prix et par voie de conséquence de calcul de la période de garantie se pose. Écoutons le témoignage de Christopher Santerre, un des cofondateurs justement de l'Increvable. On sera 2,5 fois à 3 fois plus cher qu'un lave-linge moyen. C'est-à-dire qu'un lave-linge moyen, aujourd'hui, c'est 380 €. Nous, on sera plus dans les 900 €. C'est à peu près le début du segment haut de gamme sur le marché français. Il faut savoir que sur le marché français, le prix d'un lave-linge peut aller de 200 € à plus de 3000 € pour les particuliers. Donc, on n'est pas non plus parmi les plus chers, mais on est plus cher que la moyenne, mais pour une durée de vie aussi qui est à minima 2 fois plus importante qu'un lave-linge qui sera vendu entre 300 et 400 €. On mise sur la longévité du produit, non pas sur le côté jetable et qu'on renouvelle le produit tous les 8 ans quand on a de la chance, mais parfois on a des gens qui nous écrivent, qui nous disent que leur lave-linge dure 5-6 ans. Donc là, ça peut être plus rentable, effectivement, d'investir dans un lave-linge increvable qui va durer une vingtaine d'années. La garantie, on y travaille parce que le format à l'année ne nous convient pas forcément de manière optimale parce que en fonction des usages de chacun, la garantie à l'année est pas forcément la plus pertinente. On réfléchit à pourquoi pas proposer une garantie à l'heure, hein, comme ce qui se fait par exemple pour les vidéoprojecteurs où les ampoules sont garanties en nombre d'heures, ce qui aurait plus de sens qu'en nombre d'années parce qu'en 3 ans vous pouvez faire énormément de cycles et vous allez avoir d'autres utilisateurs qui en 10 ans vont faire très peu de cycles. Donc le format de garantie le plus juste, ça paraîtrait être le nombre d'heures.
Quelque part, Christophe Santerre envisage un dispositif dans lequel le rythme d'utilisation de son lave-linge aurait des effets sur la période de garantie. D'une certaine manière, il s'approche d'un modèle qui a le vent en poupe dans les milieux de la recherche, celui d'économie de la fonctionnalité. Nous avons parlé avec Patrice Vuidel, consultant associé au laboratoire d'intervention et de recherche Athémis. La première logique, c'est l'idée que quand j'ai un bien durable, plutôt que de le vendre, je vais le mettre à disposition et je vais vendre un usage. Donc je vais faciliter auprès du client l'accès à un usage et on va considérer que le client finalement, ce n'est pas la possession du bien qui l'intéresse, mais c'est bien la capacité à répondre à son besoin. Je vais donc garder la propriété du bien et je vais lui mettre à disposition le bien avec un ensemble de services qui vont faciliter son usage. On peut prendre un exemple très connu, l'exemple de Xerox, qui passe d'un système où je vends des photocopieurs à je mets à disposition l'usage d'un photocopieur avec un service de maintenance préventive, avec l'entretien, avec éventuellement le papier. On peut imaginer un ensemble de services qui sont associés à l'usage et je vais facturer à la copie réalisée. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce premier niveau d'économie de la fonctionnalité? C'est que moi, en tant que possesseur du bien, j'ai un intérêt à ce que le bien soit durable. J'ai un intérêt à ce que le bien soit maniable, à ce qu'il y ait le moins de maintenance possible et à ce que les personnes puissent en faire un bon usage le plus longtemps possible. Puisque tout ce qui va devenir, tout ce qui va être réparation, entretien, panne, va être à ma charge. Je passe donc d'un modèle où j'ai un intérêt à renouveler la vente d'un bien et donc avec une vraie question sur l'intérêt à faire des biens durables qui sont plus chers à l'achat et qui après vont m'éloigner de mon client pendant plus d'années, à un modèle où je construis un bien de très grande qualité que je mets à disposition de mon client et avec une convergence d'intérêts puisque tant que le bien est durable et produit son usage, eh bien, ça me génère des ressources en termes de services apportés au client. Vous mettez à disposition du client, vous construisez un premier niveau de revenu, un premier niveau d'accord avec le client sur un revenu mensuel par exemple pour un service et vous indiquez au client que si le client est capable de maintenir en l'état le bien au-delà de la phase de l'amortissement, vous allez lui rétrocéder une partie de ce bénéfice et donc on voit bien que là, ça limite la crainte pour le client d'être un peu la vache à lait de l'industriel. Bien entendu, de tels modèles nécessitent un encadrement fort de la puissance publique visant à éviter les abus qui peuvent naître d'une relation commerciale de ce type. Mais Patrice Vuidel a une autre idée, créer des formules fiscales résolument écologiques. Une autre façon de faire qui est d'aller plus vers des taxes environnementales que des taxes assises sur le travail. On sait qu'une partie aujourd'hui des taxes, elles sont liées au travail, des cotisations sociales, elles sont liées au travail. On peut imaginer qu'on passe vers des logiques de taxes qui s'appuient plus sur la consommation des ressources ou la mobilisation des ressources naturelles. Finalement, prendre en compte le fait que dans notre société post-industrialisée et robotisée, les principales contraintes sont sociales et environnementales et taxer la production par rapport à ces exigences vitales, est-ce que ce n'est pas finalement une belle utopie, Dolores? En tout cas, c'est une utopie qu'on peut appeler de nos voeux, hein, non?